Dans l'informatique, une activité prépondérante de notre métier, c'est la veille technologique. Mais c'est quoi une veille technologique? Comment être efficace? Quels sont les moyens pour assurer une bonne veille technologique? On est ici avec vous ce soir pour en parler. Mais tout d'abord, présentons ce que vous êtes en train d'écouter. Les Voix de la Veille, c'est un podcast technologique nantais, parti d'une initiative de gens de la même entreprise, Valoriade, tous désireux de passer de l'autre côté du miroir. Et parmi ces gens, il y a Romain. Bonsoir Romain. Bonsoir Sébastien. Romain, je te laisse te présenter. Donc, je m'appelle Romain Levet, je suis responsable technique de la société Valoriade et je suis également architecte SI depuis maintenant un petit peu plus de 12 ans. Et donc c'est la raison pour laquelle je suis avec vous ce soir pour parler veille technologique. Très bien. Et il y a aussi Noël. Bonsoir Noël. Bonsoir Sébastien. Donc Noël. mon nom c'est Noël Bardelot. Je suis architecte depuis 10 ans. Je travaille dans les technos DevOps, Java, de manière générale l'open source. Et c'est ce dont je veux vous parler quand on va parler de veille technologique. Et au passage, j'aime beaucoup la bière. Très bien. Et toi Romain, est-ce que tu aimes la bière? J'aime également la bière. Eh bien formidable, nous aimons tous la bière, mais nous ne sommes pas là pour parler de bière ce soir, mais de veille technologique. Alors c'est quoi la veille technologique? Définissons ce que c'est. Romain, Merci. tu t'y colles. Pour moi, la veille technologique, c'est un processus d'auto-formation qui vient en annexe de nos activités professionnelles et qui nous permettent de rester à jour sur tout ce qui entoure le digital et l'informatique, qui est un domaine qui évolue aujourd'hui beaucoup plus vite que nous. Noël, tu as quelque chose à rajouter? D'abord, je suis d'accord avec ce que dit Romain. Et j'ajouterais que pour ma part, il y a un aspect aussi de tracer une trajectoire, être capable d'éclairer un peu la voie pour nos clients, puisqu'on est consultant. Et donc, c'est une capacité aussi d'analyse des différents outils qu'on utilise, des technologies. Et c'est ça qui constitue la veille technologique. C'est comment analyser les outils. Romain? Oui, alors après, en fait, tout dépend des types de postes et des types de missions sur lesquels nous, consultants, on est positionnés. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas forcément la force d'analyse et la force de proposition pour proposer des nouveaux choix sur lesquels la veille technologique, du coup, est un prérequis. Ce que tu veux dire aussi, c'est que le client n'est pas forcément demandeur non plus de... Déjà, d'une, mais enfin, en gros, il y a des différences. Alors après, Noël et moi sommes architectes, donc forcément, du coup, la veille technologique est un prérequis puisque on est obligé de proposer des solutions, c'est notre métier. Vous devez analyser ce qui va se On passer doit demain. analyser, voilà. Après, entre un poste de développeur, un poste d'expert, un poste d'architecte, on va dire que les degrés de veille technologique sont différents. Tu seras d'accord quand même avec moi sur le fait que des gens font de la veille technologique parfois aussi sur des postes qui ne sont pas forcément complètement techniques pour pouvoir prendre des décisions. Ça peut être le cas de tous ceux qui font plus des métiers du type business analyst, MOA. Et ces gens-là ont besoin quand même de voir où l'application, où le système d'information vont aller. Et donc eux aussi, quelque part, font de la veille technologique. Et c'est là qu'ils s'adressent à nous, en fait. Puisque pour faire leur veille technologique, ils s'adressent à nous. Mais de manière plus générale, pourquoi est-ce qu'il faut faire de la veille technologique, Noël? Alors, à mon sens, la veille technologique, c'est quelque chose d'indispensable parce qu'on continue à apprendre tout au long de notre carrière. On est sorti, certains viennent de la fac, d'autres d'école d'ingénieur, d'autres ont fait des UT, mais on a tous un point commun, c'est quand on est sorti, on n'avait pas tous les bagages techniques qu'on allait utiliser pour toute notre carrière sur nos postes. Par conséquent, tous les jours, on est obligé de se former et d'apprendre, parfois en autodidacte, parfois avec du mentorat. On pourra évoquer les différentes manières de faire de la veille technologique, mais en tout cas, on a ce point commun, c'est qu'on a besoin d'apprendre. Ce que tu veux dire, c'est que l'entreprise ne fournit pas forcément les moyens nécessaires pour la montée en compétence des salariés, des informaticiens. Non, ce que je dis, c'est plutôt que c'est aux ingénieurs, aux développeurs, aux architectes, d'avoir cette initiative, parce qu'ils en ont besoin. L'entreprise peut favoriser la veille technologique, elle peut même être moteur et entre guillemets, encourager les gens, mais ça va venir d'eux, ça va pas venir de nulle part. Romain, je te laisse rebondir. Oui, je suis
A priori, un peu d'accord. Après, je suis pas forcément sûr qu'elle soit obligatoire pour l'ensemble des populations qui travaillent dans nos métiers. C'est-à-dire que des fois, la veille technologique, elle nous est imposée par nos projets, par nos cadres d'activité. Et on connaît tous les trois aujourd'hui bon nombre de développeurs ou bon nombre d'experts qui évoluent très bien dans leur métier sans forcément se tenir à jour mensuellement, quotidiennement ou autre. Alors, si je peux rebondir par rapport à ça, effectivement, j'ai un biais par rapport à ça, c'est que je suis plutôt un profil couteau suisse. Et du coup, qui dit couteau suisse dit que j'ai besoin d'affûter un peu toutes mes lames un peu tout le temps. Donc je ne suis pas dans un rôle d'expertise très pointu sur un domaine particulier qui peut être porteur sur un très long cycle de vie, un outil, un logiciel. Effectivement, j'ai peut-être plus tendance à aller vers la veille technologique que d'autres personnes. Alors, très bien, Noël, mais est-ce qu'on fait tous la même veille technologique suivant les différents métiers de l'informatique? Romain? Alors pour moi, non, vraiment, Noël, tu confirmeras si tu veux, mais avec nos différentes années d'expérience, on s'est bien rendu compte qu'en fonction des personnes, en fonction des métiers, la veille était ou imposée, ou c'était un choix personnel, ou c'était une réflexion ponctuelle qui un jour... Attends, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par imposer? Pourquoi on imposerait de la veille technologique? C'est pas imposer. En gros, on va dire par exemple un domaine, un milieu, une technologie qui va un jour, dans un premier temps, être juste une idée. Enfin, juste on commence à en parler, et puis elle grandit, puis nous on évolue à côté sans forcément... Oui, ce que tu veux dire, c'est quelque chose qui devient tellement gros. Et un jour, je sais pas, je prends en exemple l'agilité. Voilà, l'agilité, il y a 10 ans, c'était une idée, c'était un concept, comme le DevOps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un standard. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui, pendant 10 ans, n'ont pas connu de méthodologie, de mode de fonctionnement en agilité, qui, aujourd'hui, se sentent obligés de se renseigner sur comment on fait l'agilité, qu'est-ce que c'est que le Scrum, différence avec le Kanban, etc. etc. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, est-ce qu'au niveau des métiers, est-ce que chaque différents aspects du métier de l'informatique, admin système, développeur, ingénieur, ils vont pas tous faire la même veille technologique, Noël? Alors d'abord, si je peux rebondir sur la partie agilité, parce que c'est super intéressant comme exemple, même si c'est pas technique. Effectivement, les gens n'ont pas tous fait de l'agilité, et il y aura toujours des gens qui sont en avance de phase, qui adoptent des comportements, des bonnes pratiques, des technos, qui sont en train de gagner de la maturité, mais qui sont encore un peu, on va dire, émergentes. Mais il y aura toujours des gens aussi qui seront en retard. C'est normal, il y a encore des gens qui travaillent sur des technologies qui ont 20 ans, 25 ans, des gens qui font du C++ à l'ancienne, du COBOL, et il en faut. Maintenant, du coup, ça permet aussi de répondre à ta question. Sébastien, est-ce que ces gens-là font la même veille technologique que nous? Pas forcément. Les gens qui n'ont pas fait de veille technologique sur l'agilité pendant 10 ans ont probablement fait de la veille technologique sur d'autres aspects de leur métier, à moins d'être vraiment, on va dire, dans une expertise tellement pointue qu'ils peuvent s'en passer et que leur employabilité est très très bonne. Je vois pas les gens pendant 10 ans ne rien apprendre de nouveau. D'accord. Romain, tu veux rebondir? Oui, je peux. Oui, c'est en fait, ton point de vue, c'est que peut-être la veille technologique, on va dire, elle a une durée dans le temps, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as atteint un certain niveau de maturité dans ton domaine, tu considères que on n'a plus forcément besoin de veille technologique quand tu parles par exemple des anciennes technos. C'est-à-dire que, ce que tu disais, c'est que auparavant, ils ont fait une veille technologique sur leur domaine et puis ils sont arrivés à un tel niveau de maturité qu'aujourd'hui, leur employabilité est assurée et que du coup, ils n'ont plus à se tenir au courant sur un domaine ou un autre. Oui, il y a cet aspect-là. Et il y a un aspect supplémentaire. Je prends par exemple les design patterns. Je pense qu'on a tous eu, en sortant d'école ou même encore en école ou en train d'être formé,
la première confrontation au design pattern comme étant quelque chose de novateur, alors qu'en réalité, le bouquin Gang of Four, il commence à avoir un certain âge. Il date. Et en fait, la veille technologique, il y a vraiment cet aspect aussi d'innovation. C'est-à-dire que quelqu'un qui découvre aujourd'hui les design patterns en tant que jeune ingénieur, c'est de la veille technologique pour lui, ça n'en sera pas pour nous, évidemment, parce qu'on est déjà passé par là. Mais est-ce que c'est vraiment de la veille technologique ou c'est plutôt de l'apprentissage ? C'est un peu entre les deux. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que la veille technologique, pour toi, c'est plus une question de niveau ou de maturité, on va dire, de la personne, plus qu'un niveau d'un aspect juste métier. Non, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est la veille technologique par rapport à la formation. Il y a une forte composante de formation dans la veille technologique, mais c'est une formation presque à l'échelle de notre communauté. C'est la communauté qui se forme à quelque chose de nouveau. C'est lié à l'innovation. Oui. Oui, enfin pour moi, vraiment, la veille technologique, alors si on prend l'exemple de tes design patterns, pour moi, aujourd'hui en 2017, les design patterns comme l'agilité, pour moi, c'est un standard. Donc, c'est-à-dire que quand tu t'auto-formes à ces concepts-là ou à ces principes-là, c'est pas de la veille technologique, pour moi, c'est de la remise à niveau ou de la mise à niveau. Moi, j'appellerais vraiment veille technologique à partir du moment où tu t'auto-formes sur une chose qui est en... émergente. Voilà, ou émergente, ou qui casse un peu l'état de l'art par rapport à l'existant, ça soit l'existant au niveau national ou même l'existant au niveau régional, quoi. Aujourd'hui, on travaille tous les trois sur la région nantaise. La région nantaise, elle a un niveau un niveau technologique. Hein. On va dire qu'on sait qu'en Java, on fait tel niveau, en DevOps, on fait tel niveau, et à partir du moment où on va casser un peu cet état de l'art sur la région, pour moi, on est censé faire de la veille technologique. Ouais. Alors, donc ce que tu dis, en fait, on peut se rejoindre là-dessus, hein, c'est qu'il y a vraiment une partie innovation. Par contre, sur la partie apprentissage, formation d'un côté, veille technologique de l'autre, on est d'accord, la frontière, elle change au fur et à mesure que notre carrière évolue. Ouais. Mais là où je place la veille technologique, c'est vraiment... c'est utiliser un mot un peu important, mais c'est quelque part, c'est le côté pionnier aussi. C'est être parmi les premiers à voir une technologie, à adopter une technologie, ou carrément à la réfuter en disant « je l'ai essayé et ça marche pas ». Bon, je pense qu'on a bien défini ce que c'est que de la veille technologique. C'est quoi les prérequis pour faire une veille technologique ? Noël. Je pense que c'est un état d'esprit. Donc l'état d'esprit, c'est un peu celui à titre personnel, que j'aime bien retrouver chez mes collègues, le côté mentorat, le côté curiosité technique, cette espèce de volonté toujours un peu de dépasser juste l'existant. Donc ça, pour moi, c'est ce prérequis-là. Je rejoindrai un petit peu, effectivement, Noël, sur le fait, pas de parler de passion, mais vraiment de désir de se tenir à jour et d'être toujours intéressé par le domaine qui est le nôtre. D'un point de vue beaucoup plus pratique, je dirais quand même que pour moi, le premier prérequis, c'est du temps. Oui. Voilà. Du temps en termes personnels, parce que... Alors, c'est là que j'interromps Romain, hein, parce comme il est papa, lui, il sait de quoi il parle. Moi, j'ai encore un peu de temps. Je rejoins, moi, le temps, c'est pareil. Hein, Voilà, disons que pour moi, c'est le premier prérequis, c'est le temps. Alors, après, disons que quand on sait bien mener sa veille technologique, du temps, on en gagne. C'est comme dans son travail. À partir du moment où on est plutôt organisé dans sa veille, comme on l'est dans ses tâches quotidiennes, on arrive à produire plus vite. Donc, c'est un concept qui s'adapte également à la veille. Le gros mot est lâché, production. Exactement. Un autre prérequis ? Un autre prérequis, c'est, pour moi, on en parlera sûrement après, mais des bonnes références. C'est-à-dire que d'avoir, on va dire, une ludothèque et une bibliothèque. Ça, c'est sur les moyens de faire de la veille technologique, on en parlera pour moi, après, voilà. Oui, mais pour moi, ça vient... C'est-à-dire que si tu ne sais pas où chercher,
tu vas pas chercher. D'accord. Je pensais aussi, par exemple, un prérequis tout bête, l'anglais. Est-ce que c'est vraiment un prérequis nécessaire pour faire de la veille technologique? Est-ce qu'on peut pas trouver des bonnes informations en français, par exemple, Noël? Alors, je suis complètement d'accord avec le fait que l'anglais c'est important pour faire de la veille technologique. De manière générale, c'est important pour faire notre métier. Maintenant, il y a quand même des bonnes sources de veille technologique en français, ça existe. Et on va même essayer d'en être une. Non, c'est bien, je suis d'accord, Romain. Alors, effectivement, si je me prends sur un profil, comme le dit Noël, précurseur, novateur, et être en avance de phase, Ouais. l'anglais est obligatoire. C'est-à-dire que, on n'est pas dupe, hein, tous les concepts nouveaux vont arriver d'abord en anglais et vont arriver chez nous avant. Par contre, je sais que moi, à partir du moment où je vais commencer à avoir en veille technologique des concepts en langue française, c'est-à-dire que le concept est arrivé un peu en France. Attends, Et- tu veux pas dire qu'il n'y a pas des concepts qui viennent de France? Si, il y a des concepts qui viennent de France, mais disons même que non. Enfin, si, les concepts peuvent venir en France ou de France, mais ils peuvent venir aussi, ils sont plus étayés en France. C'est-à-dire qu'il y a plus de réflexion, je trouve, à partir du moment où le concept arrive en France et qu'il y a une plus grande réflexion. Bon. Et moi, langue française, ça veut dire effectivement, là, ça y est, le concept est arrivé chez nous, on commence à en parler en talk, on commence à en parler en meet-up, et là, ça nécessite vraiment de s'y intéresser. En pour moi. meet-up, tu veux dire, pour ceux non-anglophones? Alors, en petit comité, c'est de la veille technologique à plusieurs pour moi. Ok. J'appelle ça. Et bien justement, on va parler de comment vous faites la veille technologique. Noël, décris-nous, toi, par exemple, comment tu fais ta veille technologique. Ma veille technologique, je la fais surtout donc, sur Internet. J'ai, on va dire, mes lectures quotidiennes de flux d'actualité, etc. C'est une veille qui est assez large, pas forcément toujours orientée sur mon métier, mais une veille un peu geek, si on peut dire. Sur Internet, est-ce que tu peux être un peu plus précis? Des blogs Bien sûr. d'entreprise ou du... Alors au quotidien, ça va être des sites d'actualité. C'est la base, on va dire, de... Tu peux faire de la pub, hein. Je pense que c'est le but du podcast. Alors je peux parler par exemple de Slashdot, de Ars Technica. C'est des sites très généralistes. Après, on peut rentrer un peu plus dans le détail. Ça va être les blogs des différents projets open source. Ça va être d'aller voir régulièrement le blog du projet Docker, le blog du projet Ansible, voir même sur des infos généralistes qu'est-ce qui se fait dans le monde de Microsoft Azure pour le cloud, Des le cloud blogs, de des blogs Microsoft. propriétaires, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est exactement ça. Il y a plein de sources. Au fur et à mesure que je regarde, que j'utilise des outils, j'essaye de voir qui sont les personnes, qui sont les références pour donner des informations sur ces Dans outils. telle ou telle techno ou Exactement. compétence. D'accord. En dehors justement d'Internet et de ces blogs. Alors il y a aussi des livres, parce qu'on parlait de bibliothèque tout à l'heure, c'est très important. L'éditeur O'Reilly est une valeur très sûre pour tout ce qui est livres techniques. Il y a des choses que j'ai appris en lisant des livres sur des technos que je ne maîtrisais pas du tout, juste pour pouvoir savoir de quoi ça parlait et, on va dire, préparer un petit peu des projets ou des architectures avec ces outils-là. Ça peut être aussi de l'approfondissement via les livres, notamment des livres très techniques vont avoir des entrées très pointues sur des sujets techniques. Donc c'est l'autre aspect, partir du généraliste et aller vers le très pointu. Et puis ensuite, il y a aussi les formats audio et vidéo. Moi, j'aime bien YouTube. J'aime bien regarder notamment les anciennes conférences, notamment les conférences de Devox, les conférences des différents Java User Group, les JUG, et des conférences de manière générale internationale, les conférences Apple, les conférences Google, tous les grands sommets, on va dire, technologiques. Je suis assez fan de la vidéo pour ça. D'accord. Toi, Romain, comment tu fais ta veille technologique? Alors moi, ma veille technologique, déjà, alors après, disons que parfois elle s'impose à moi, c'est-à-dire que dans le cadre du métier d'architecte, effectivement, il arrive parfois qu'on nous demande de travailler sur des sujets où potentiellement on n'a pas forcément la connaissance. Donc là, on a une veille un petit peu imposée et plutôt une mise à niveau sur des domaines
que l'on ne connaît pas forcément à 100%. Mais par quel biais ? Alors, par quel biais ? Du coup, moi, comment je procède ? Comme l'a dit Noël, je procède avant tout sur des supports où on va vulgariser énormément le concept, c'est-à-dire à en limiter vraiment au concept de base. Donc, dans ces cas-là, YouTube marche beaucoup. C'est-à-dire qu'on va retrouver des petits tutos de 2 minutes qui vont expliquer... je prends des concepts très simples, un exemple, voilà, qu'est-ce qu'un proxy ? Voilà, qu'est-ce qu'un proxy ? Parce qu'à la base, c'était une veille technologique sur un nouvel éditeur qui va révolutionner le proxy applicatif. Donc au début, je commence par vulgariser avec qu'est-ce qu'un proxy, et puis à terme, je vais faire des conférences, donc que ce soit en meet-up, que ce soit en jug, mais également sur de la rediff de conf sur YouTube. Et une fois que on va dire que je serai bien imprégné du sujet par cette chaîne, je terminerai si besoin par une lecture sur support papier, quoi. Alors je pense qu'on peut en profiter quand même pour citer du coup, on a dit YouTube, mais YouTube c'est très vague. Oui, il y a des chaînes en fait. On peut parler des chaînes. Je peux faire un peu de pub pour les Human Talks. Faire de la pub. Les Human Talks, c'est très bien justement, et notamment parce que du coup ce sont des Français et qu'il y a des présentations en français sur des formats qui sont très courts, très abordables justement pour faire ce que tu disais, aborder un concept, une idée sans rentrer dans le détail technique. C'est super important pour faire de la veille. Ça permet de faire le tri. On va tout apprendre surtout, c'est pas possible. Donc les Human Talks, les conférences de manière générale de Devoxx pour le monde Java, mais ça couvre aussi JavaScript, ça couvre du DevOps, ça couvre pas mal de concepts du monde open source. J'aime aussi beaucoup notamment les conférences de sécurité de DEF CON. Alors, c'est des conférences parfois un peu perchées, parce que c'est des mecs qui sont très orientés sécurité, et qui parlent du coup aussi de penetration testing. Les mecs, ils arrivent avec des clés USB de la mort qui tue pour pénétrer des réseaux, etc. Mais il y a aussi des sujets de sécurité, cette fois-ci logicielle, avec des choses qui m'intéressent dedans. Et pour les podcasts, puisqu'on n'est pas tout seul, il y a un podcast très connu en France, donc c'est les Cast Coders. On va citer la concurrence quand même. Bah ouais, mais c'est une inspiration aussi. Donc les Cast Coders. Et à Devoxx cette année, il y avait les représentants d'un podcast de sécurité, donc des RSSI français, qui parlaient sécurité. Alors je ne me souviens plus du nom de leur podcast, mais je pense qu'en cherchant podcast sécurité France, on doit trouver quelque chose. Ça peut être des sujets intéressants. Du coup, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, le moyen écrit, genre le fil RSS ou l'entreprise, ça va être un moyen d'introduction, et qu'après vous allez plus approfondir par le biais de conférences. Je sais pas si... Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, on va dire, c'est comme toute recherche Internet. On va dire qu'on va commencer par faire une recherche sur Google, sur ce concept-là. On va tomber sur 2-3 blogs écrits plus ou moins... Ouais, mais là, c'est toi qui es acteur de la veille technologique. Tu n'es pas abonné à un flux qui va venir t'informer. Non. Pour moi, parce que oui, je suis acteur de ma veille technologique, c'est-à-dire que non. Ce que je veux dire, c'est que tu connais déjà le sujet. Et voilà, ça ne vient pas quotidiennement à moi. Et je vais dire, tiens, ça m'intéresse. Non. C'est de ma propre volonté de dire, tiens, là, par exemple, en termes de Docker, je sais que je suis à la recherche d'un nouveau moyen de bien orchestrer et de monitorer mes conteneurs Docker. Kubernetes. Alors, je pourrais écouter Noël et utiliser Kubernetes, mais bon, Kubernetes... c'est une infrastructure quand même qui est assez lourde à mettre en place. Ce sera le sujet d'un autre débat. D'un autre côté, le Swarm Mode, c'est un petit peu trop simple. Donc, je me suis renseigné sur plusieurs orchestrateurs dans un premier temps, voir les plus, les moins. J'ai entendu parler de Portainer. Coup de bol, il y avait un meet-up sur Portainer il y a 2 semaines, j'y suis allé. Et voilà, enfin, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que les meet-up, là on parlait d'Internet, la veille technologique sur Internet, YouTube, les articles.
Si je reprends, moi aussi, je commence par la recherche souvent écrite, j'élargis avec les vidéos. Je reviens quand même assez souvent après sur de l'écrit, parce que l'écrit, c'est plus dense en informations. Après, concrètement aussi, ça dépend le temps qu'on a à y consacrer. C'est peut-être plus facile de lire dans les transports en commun pour faire de la veille technologique plutôt que de regarder des vidéos, par exemple. Exactement. Quoique les vidéos dans les transports en commun, à Nantes, c'est beaucoup plus facile qu'à Paris. Il y en a qui sont chez Free. Vive le tram. Oui, alors en termes de connexion, mais c'est surtout le fait qu'effectivement, à Nantes, on n'est pas trop les uns sur les autres. Ouais. C'est ça que voulait dire Noël. C'est ça. Mais c'est intéressant de mentionner les meet-up, les user groups, donc Java user group, Jug. Il va y avoir des Docker user group. Quel que soit l'outil que vous utilisez, il y a probablement un user group qui est autour de vous dans votre ville. Et ça peut valoir le coup, ne serait-ce que d'y aller pour les rencontrer et voir une fois ce que ça donne. Et en parlant de veille technologique à plusieurs personnes comme ça, est-ce que dans vos entreprises, par exemple, il y a des lunchs technologiques ou ce genre d'activité qui est mis en place pour faire de la veille technologique pour les employés? Chez Valoriat, ça fait partie d'un des prérequis sur lesquels est basée la société, c'est-à-dire qu'on est basé vraiment sur l'évolution de chaque personne. Donc on se doit de former nos collaborateurs. Donc effectivement, on travaille beaucoup sur la formation en interne, que ce soit sur des sujets techniques, mais aussi beaucoup en ce moment sur des sujets méthodologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, DevOps, pour moi, l'année 2017 sera l'année du DevOps, comme l'année 2011-2012 était l'année de l'agilité. Aujourd'hui, du coup, on se doit, et on le fait, de former en interne nos différents collabs sur ces concepts et sur ces technos. Donc oui. Ouais. Moi, j'ajouterais que c'est même le signe en général d'une bonne boîte. Oui. Personnellement, quand je cherche, quand j'ai été à l'écoute du marché et quand j'ai signé, c'est ce que je cherchais dans une société. C'est la veille technologique, le mentorat. De manière générale, quand je vais sur des conférences, je reconnais les boîtes qui y sont et la valeur qu'elles mettent dans le fait d'y aller, parce que ça coûte de l'argent et que du coup, cette veille technologique, elle a un coût pour l'entreprise. Si les entreprises aident le salarié, c'est un vrai plus. Et chez vos clients, est-ce qu'il y a aussi des meet-up, des lunchs, je ne sais pas le terme technique en fait. Et j'allais justement rebondir aussi là-dessus. C'est qu'on parle de nos entreprises. Et comme on est consultant, il y a une ambiguïté, c'est l'entreprise dont on est salarié et l'entreprise chez qui on est en mission. En l'occurrence, j'ai remarqué, alors, personnellement j'ai beaucoup travaillé dans les banques, mais j'ai remarqué que les banques étaient très ouvertes à ce genre de fonctionnement. De manière générale, le mentorat, aller s'asseoir à côté de quelqu'un sur un poste de développeur, aider un développeur en lui expliquant quelque chose, c'est la base. Oui. On est plus dans l'information que dans la veille technologique. Ouais, mais donner des pistes aussi. Dire, il y a un tuto. Faire un tuto, c'est de la veille technologique. Faire un prototype, c'est quelque part de la veille technologique. Et ça, en entreprise, ça marche bien. Après, les repas le midi, on a testé ça dans certaines missions que j'ai fait. C'était très constructif. C'est d'ailleurs quelqu'un des Human Talks qui n'est pas salarié des Human Talks, mais qui fait partie aussi des gens qui font souvent des présentations aux Human Talks, qui m'a beaucoup parlé de ce genre d'approche qui marche bien, dont les entreprises sont friandes. Après, la difficulté, c'est forcément de motiver les gens à venir le midi. Donc là, il y a un format qui vient des États-Unis qui s'appelle le BBL, pour Brown Bag Lunch. Brown Bag Lunch. Brown Bag Lunch, c'est le petit sachet en papier craft marron que tu emmènes dans lequel tu mets ton sandwich et tu arrives dans la salle, tu te poses avec ton sandwich et tu manges ton sandwich pendant que le vidéoprojecteur projette une conférence que tu as ratée ou que d'autres gens ont jugé très intéressante et qu'il faut partager. Ou animé même par quelqu'un. Animé par quelqu'un. C'est des bons formats. C'est effectivement. Alors après, tout dépend de la maturité de ton client, de son infrastructure, de sa volonté aussi de former son personnel en interne, puisque effectivement, comme tu l'as dit, on est consultant, on travaille avec des internes à côté, et généralement cette volonté du client de former
c'est pour former son personnel interne. Après, nous, les consultants, on vient se greffer généralement dessus. Mais s'il n'y a pas cette volonté au départ de former son personnel en interne, il n'y aura jamais rien pour nous. Voilà. Donc ça dépend vraiment du degré de maturité du client, de son niveau et de son potentiel sur la région. Oui, bien sûr. Après, les clients, effectivement, il y a des formats qui sont plus faciles à leur vendre, notamment s'il faut libérer du temps pour les personnes. C'est forcément moins facile à un client un peu réticent de lui vendre un format ludique que de lui vendre un format sérieux. Maintenant, c'est aussi l'initiative des consultants, c'est quelque chose que j'ai fait, c'est quelque chose que j'ai vu faire, de prendre des initiatives, de proposer et de trouver les bons interlocuteurs, le bon levier au sein de l'entreprise pour développer ce genre d'activité. Notamment sur tout ce qui va être prototypage, démonstration technique que le client peut valoriser derrière, puisque quelque part, lui aussi est demandeur de veille technologique. La veille technologique des consultants et des internes, développeurs, architectes, DBA, etc., peut se transformer, et c'est comme ça qu'il faut le vendre, à mon avis, en veille technologique pour la hiérarchie qui voit arriver des sujets qu'elle ne maîtrise pas forcément toujours techniquement. Très bien, donc on a vu à peu près tout le panel des moyens de faire de la veille technologique. Et est-ce que vous faites de la veille technologique sur les réseaux sociaux ? Je pense par exemple à Twitter, Noël. Bah écoute, beaucoup de conférenciers donnent leur handle Twitter. Qu'est-ce que c'est, handle Twitter ? Le handle Twitter, c'est le arrobase avec le nom de la personne. Ils mettent ça en général sur leur première slide de présentation. Et du coup, suivre les gens sur Twitter, c'est un moyen de se rappeler qui sont les conférenciers qu'on a vus, qui ont parlé de choses intéressantes. C'est souvent des personnes intéressantes à suivre. Et qui, eux aussi, du coup, communiquent leur veille technologique en partageant, par exemple, des articles intéressants. Exactement. Notamment, il y a des précurseurs. Tout le monde n'est pas forcément précurseur dans la veille technologique. Oui. Certaines personnes, du coup, sont des précurseurs et c'est intéressant de les suivre pour être soi-même dans la deuxième vague et les gens qui vont être mis au courant dans un deuxième temps, en fait. Et en parlant des personnes, justement, comment vous jugez de la qualité de vos sources au niveau des réseaux sociaux, mais je pense aussi, par exemple, aux blogs d'entreprise ou aux auteurs de livres. Romain ? Moi, déjà, j'ai une base, on va dire, j'ai une base de blogs d'entreprise sur lesquels je m'appuie pour de la veille, on va dire, pas quotidienne, mais voilà, récurrente. Mais comment tu sélectionnes ces entreprises à la base ? Disons que c'est historique. En gros, je teste, et à force de récurrence, où je vois que leurs articles sont vraiment bien, qui sont adaptés à notre domaine, à notre pays, à notre niveau. Alors, cite les bons élèves, par exemple. Alors, moi, j'aime beaucoup lire le blog de Xebia, par exemple. Le blog de Xebia, je le trouve à jour, sans être trop précurseur. Il est vraiment sur des concepts en France, adaptés, on va dire, à notre niveau dans le digital en France. Donc, j'aime bien le lire. Je trouve les articles plutôt bons. Ensuite, pour rebondir sur ta remarque sur les réseaux sociaux, les blogs comme ça, comme Xebia, c'est vraiment des blogs que je vais voir ponctuellement pour me tenir à jour. Après, la veille vraiment qui vient à moi, c'est par les réseaux sociaux. Par contre, je ne suis pas sur Twitter, je suis plutôt sur LinkedIn. Où ça va être des connaissances à moi de mon réseau professionnel qui vont partager des articles pour lesquels, effectivement, il peut être intéressant de les lire. Voilà. Alors, personnellement, il y a une veille techno dont on n'a pas parlé, qui est un peu plus ludique, ça va être le cas de le dire, que j'aime bien suivre. C'est la veille techno sur les jeux vidéo. Ce sont des pratiques qui sont un peu différentes des nôtres, notamment en termes de technique. On est plus architecte SI. Forcément, c'est pas les mêmes contraintes technologiques, mais il y a une veille technologique assez active sur les jeux vidéo, sur tout ce qui va être notamment performance, puissance de calcul, utilisation de langage pour faire des calculs avec les cartes graphiques. Il y a pas mal de choses intéressantes de ce côté-là. Il y a aussi des pratiques de développement qui sont différentes dans les jeux vidéo. C'est parfois bien de s'inspirer de choses qui sont vraiment différentes. Et de trouver des points communs ou des différences, de dire non mais ça on ne prend pas, ça marche pas, il y a d'autres choses qui marchent bien. Donc il y a des sites, ça fait partie aussi d'une veille un peu plus ludique, un peu plus sympa, pour changer l'esprit. Mais il y a Gamasutra que j'aime bien dans cette catégorie-là. D'accord.
C'est pour compléter un peu l'éventail des sources. Et un point assez important sur la partie pertinence de la veille technologique, c'est ce qu'on appelle la curation. Donc qu'est-ce que c'est la curation ? La curation, c'est le fait que des personnes font une première sélection de ce qui est intéressant et de ce qui est pertinent, pour que d'autres, potentiellement nous par exemple, ayons déjà une vision un peu réduite et un peu plus ciblée de ce qu'il faut regarder. On parlait tout à l'heure... Les sélecteurs, quoi. Ouais, c'est ça, les curateurs, on les appelle. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, du fait qu'il faut attendre que les choses arrivent en France, et quand ça arrive en France, par nature, c'est plus pertinent pour notre métier à nous, puisqu'on est chez des clients français. Et ben, typiquement, ce travail de filtrage de tout un tas de choses qui ne viendront pas jusqu'à la France, il est réalisé en général dans des user groups ou des conférences par les conférenciers français, qui du coup sont curateurs de la veille technologique française. Et qui deviennent les personnes à suivre, quoi. C'est ça. Donc il vaut mieux suivre un bon curateur que plein de sources hétéroclites, en fait. Il faut trouver les personnes, justement... Des exemples. Et après, je te donne la parole, Romain. Alors, j'ai un exemple qui me vient directement en tête. Dans mon domaine DevOps, ça va être par l'entreprise CloudBees, qui fait tout ce qui est plateforme d'intégration continue dans le cloud. L'éditeur de Jenkins. L'éditeur de Jenkins CI, exactement. Alors Cocorico, en plus, ce sont des Français en partie. Et je pense notamment à Nicolas Deloff, qui est un très bon curateur sur ces sujets-là, qui vaut le coup d'être suivi sur Twitter, qui vaut le coup d'être suivi en conférence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'intéressant. Alors après, moi, justement, je voulais réagir là-dessus. Enfin, cette partie curateur, moi, je fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que... je ne fonctionne pas par un flow Twitter sur ces curateurs-là de qu'est-ce qui va être bon à regarder. Moi, comme je l'ai dit, c'est plutôt sur mon réseau professionnel interne. C'est-à-dire que moi, ce filtrage, cette idée de proposer quelque chose, ça va être avec un entourage interne dont je sais la pertinence, c'est-à-dire je sais qu'ils font exactement le même métier que moi, où je sais que lui, il va être pertinent parce que il fait ce métier-là, dans ce métier-là, donc je sais que l'article qu'il est en train de partager, il peut potentiellement m'intéresser, plutôt que d'adresser directement, voilà, on va dire, ces têtes pensantes de notre technologie, qui sont effectivement très bons, hein, et qui sont très très pertinents dans le cadre de l'innovation. Après, moi, je m'attache plus vraiment à des sujets qui vont me toucher un petit peu plus dans mon quotidien. Donc, je sais que par un réseau privé, il est plus simple de tomber sur un sujet qui va me toucher. Ouais. Moi, je pense que les deux aspects sont importants. Cette espèce de réseau de confiance, notamment qui va faire que tu vas plus rapidement sur les sujets qui t'intéressent directement. Je pense que c'est aussi très important, justement, d'être un peu éclectique et de suivre des personnes ou des sujets qui sont plus éloignés de ce que tu fais. Moi, par exemple, je suis assez loin du monde Java. Je suis assez loin du monde .NET, lapsus. Je suis assez loin du monde Apple. Et c'est intéressant de temps en temps d'aller suivre des gens qui parlent de ce monde-là, parce que des idées qui viennent des écosystèmes différents peuvent... il y a une certaine porosité quand même entre les écosystèmes. Il y a des idées qui peuvent traverser les frontières. Et ces idées-là sont parfois très, ce qu'on dit, disruptives. Elles viennent changer la façon de travailler. Je pense notamment, actuellement, au Devox, un sujet phare, c'était la programmation réactive. Ça fait 2 ans que beaucoup de monde commence à parler, et de plus en plus, de programmation réactive. Et c'est quelque chose qui arrive dans le monde Java, on va dire peut-être en deuxième vague, parce qu'il y avait cette porosité entre les univers et les technologies. Et c'est intéressant de voir ces choses-là arriver, un peu en avance de phase. Et ça permet aussi de ne pas rester enfermé dans une technologie en se disant qu'on fait de la veille technologique, alors qu'en fait on est complètement hermétique à tout ce qui nous entoure. Je pense pas que Romain soit hermétique, hein. Mais non, comme ça on dirait pas, non. C'est intéressant d'avoir les deux approches, parce que du coup, l'approche de Romain, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une approche qui du coup est très utilitariste. Oui. Moi j'ai une approche un peu plus de curiosité. Et les deux
le curseur, on peut le placer entre les deux extrêmes. Et le choix qu'on fait de sa veille technologique, c'est le choix de où on place le curseur, en fait. Et justement, quels sont les pièges à éviter quand on fait de la veille technologique ? Pour moi, les pièges à éviter, c'est justement... Alors après, c'est vraiment une version très personnelle. Pour moi, la veille technologique, le piège principal, c'est de s'enfermer dans des idées et justement de s'emprisonner dans cette veille technologique. C'est-à-dire qu'à force de lire des articles, à force de lire des choses annoncées par des gens qui ne sont pas nous, qui sont des fois des idées prémâchées, qui sont des idées énoncées par nous, on ne se fait pas sa propre vision. C'est-à-dire qu'on n'a pas sa propre appréhension du domaine et du sujet. On ne se fait pas à sa propre idée. C'est-à-dire qu'on va, on devient un suiveur, on va dire on va faire comme ça parce que sur ça, dans ça, j'ai vu ça et il faut faire ça maintenant, c'est comme ça que tout fonctionne. Il faut faire comme les géants du web. Exactement. Donc le piège à éviter, c'est ça. C'est-à-dire que pour moi, tout ce qui a été lu, tout ce qui a été vu, vous devez l'expérimenter par vous-même pour vous faire votre propre idée. Parce que c'est pas parce qu'il y a un géant du web, un curateur qui va vous dire c'est une révolution, faites ça, faites comme ci, enfin voilà. Et puis vous vous rendez compte qu'une fois devant votre IDE, eh ben putain c'est dur. Et du coup vous dites non, en fait c'est pas pour moi ça. Ouais. Il y a parmi ces pièges-là, ce piège-là, celui-là il est redoutable. Parce que qui n'a pas envie de faire comme Google, comme Apple, comme Microsoft je veux dire, c'est des exemples, donc on a envie de les suivre. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes problématiques que nos clients. Surtout moi, qui ai des clients banques, on n'est pas sur les mêmes problématiques qu'un Google, même si parfois on s'en approche. Donc ça, c'est un piège que je trouve très très intéressant. Et il y a un deuxième piège, c'est l'effet lendemain de conférence. C'est un piège que je retrouve partout. Et qui peut s'appeler aussi quand on a un marteau, on voit des clous partout. Et du coup, on a envie d'utiliser le truc qu'on vient de découvrir, qu'on vient d'apprendre partout. Ce qui est une erreur bien sûr énorme, parce qu'en général, ce qu'on vient d'apprendre, c'est ce qu'on appelle bleeding edge. C'est encore frais, c'est encore coupant. Et on se retrouve à parfois un peu trop d'enthousiasme aidant à dire à nos clients il faut utiliser ce truc-là, ça fait le buzz, c'est génial. Alors qu'en fait, les réalités du client sont quand même super importantes. C'est qu'il faut qu'il trouve les gens qui ont les compétences. Il faut qu'il puisse maintenir ce qui a été fait. Et donc, la veille technologique, c'est aussi savoir où s'arrêter. Et c'est important parce qu'on n'a pas parlé encore de tout ce qui est quadrant, Gartner et compagnie. Oula, on définit ce que tu viens de dire. Alors c'est le genre d'outils de veille technologique, voire même stratégique, on est presque économique et stratégique même rendu là, mais qui est intéressante aussi du point de vue de la veille technologique. Et c'est quoi C'est de savoir de savoir mettre les outils dans un cadran qui en gros parle de maturité de l'outil et de capacité des entreprises qui les éditent ou qui les supportent à pousser le marché, à pénétrer le marché et à gagner des parts de marché. C'est des outils qui permettent de faire de la calimétrie sur des sujets de veille technologique. D'accord, ok. C'est un outil assez important quand on est architecte. En gros, nouveau concept, nouvel outil, je sais pas, Ansible. Voilà, Ansible aujourd'hui, en termes de pénétration de marché, on en est là. En termes de retour d'expérience, on en est là. En termes de... Voilà, c'est quelque chose... Quand on doit vendre un choix à un DSI, on est obligé de passer par ces outils-là, qui du coup ne nous parlent pas forcément que de technique, mais comme on est obligé de prendre ce recul, cette distance par rapport à nos choix techniques, on peut très bien faire un prototype ou un petit projet en se faisant infiniment plaisir, avec une technologie émergente et... qui fait gagner des heures de temps et des milliers de lignes de code par rapport à un vieux code très verbeux. Mais en fait, dire à nos clients, c'est pas prêt. C'est pas prêt, soit parce que l'éditeur n'est pas encore assez mûr pour soutenir une entreprise de votre taille, soit parce que on n'est pas sûr que la technologie elle survive à ces 2 premières années. Voilà, des raisons comme ça.
Et on ne peut pas avoir la connaissance de ces choses-là, on est obligé de s'appuyer sur des cabinets de consulting. Je citais Gartner. En général, on retrouve ces choses-là sous le nom de cadran. C'est souvent mesuré selon 2 dimensions, justement. Eh ben, je pense qu'on a bien approfondi le sujet de la veille technologique, et peut-être le temps pour une petite synthèse. Romain, qu'est-ce que tu aurais à dire ? Pour moi, le concept que je voulais faire passer sur ce podcast, c'est que la veille technologique, elle est adaptable en fonction du profil de chacun. Qu'aujourd'hui, effectivement, il est préférable, surtout dans notre époque où nos clients, nos sociétés demandent de plus en plus de ce qu'on appelle des développeurs full stack et du personnel full stack qui doit être, on va dire, au courant et conscient de tout ce qui se fait autour de nous. Donc effectivement, c'est là où la veille technologique elle intervient pour se sensibiliser sur les différents concepts. Après, libre à chacun, en fonction de sa passion, en fonction de ses contraintes, de creuser ou non chacun des sujets. Voilà pour moi. Noël, qu'est-ce que nos millions d'auditeurs ont à retenir de ce podcast ? Alors moi, ce que je voudrais passer comme idée, c'est surtout que la veille technologique, on peut la faire seul. Il y a des gens qui sont très bien en mode loup solitaire, mais que ça peut aussi très bien se faire à plusieurs et que c'est très sympa de venir participer aux meet-up, aux rencontres, aux conférences. Et notamment, on citait la notion de Meetup. J'aimerais juste préciser que Meetup, c'est une application qu'on peut avoir sur son téléphone, sur laquelle on peut s'abonner à des rencontres avec des sujets techniques variés et divers, et que c'est un très très bon moyen de commencer, notamment quand on sort d'école ou qu'on est débutant. Très bien. Merci Noël. Merci Romain. Merci à toi. C'était donc les Voix de la Veille. Nous remercions bien évidemment Valoriade, notre généreux sponsor / entreprise. La semaine prochaine, vous pourrez nous écouter sur les agrégateurs de comptes bancaires. Vous pourrez aussi nous retrouver sur Twitter et SoundCloud. Et en attendant, restez éveillés.